il y a quelque temps a éclaté un scandale. Un roman a été accusé de dépeindre des scènes d'une violence extrême, allant de la torture aux abus les plus graves qu'on puisse imaginer sur un nouveau-né. Ce roman, il s'appelle Corps à cœur, et ses ventes ont explosé après le scandale. C'est alors que la presse s'est emparée du sujet. Rapidement, le grand public découvre que ce roman est loin d'être un cas isolé, et qu'il s'inscrit dans un courant qu'on appelle la dark romance, un courant littéraire où la polémique est monnaie courante. Et plus encore, toutes ces scènes de violence extrême, y compris celles qui incluent des abus sur des enfants, ont été écrites par une certaine Jessie Orian. Ce roman, qui contenait des scènes pédophiles, avait donc été écrit par une femme pour des femmes. Parce que oui, les lecteurs de dark romance sont, dans leur écrasante majorité, des lectrices. Dans ces romans, il est très souvent question de relations avec des hommes manipulateurs, dominants et violents, mais aussi de relations forcées, d'agressions, de tortures, etc. Tous les tabous possibles et inimaginables sont mis en scène. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que tout ça m'intriguait énormément. Et pour tout vous dire, ça faisait un moment que j'observais ce petit monde étrange du coin de l'œil. Et c'est vraiment ce scandale qui m'a donné envie de m'y intéresser de plus près. À une époque post-MeToo où le féminisme s'est imposé partout et où la masculinité et le patriarcat sont présentés comme les responsables de tous les maux de la Terre, comment un tel courant avait-il pu émerger? Plus qu'un simple courant d'ailleurs, je découvrirai assez rapidement que la dark romance est en fait une communauté. Une communauté centrée autour du fantasme de la domination masculine, dans ce qu'elle peut avoir de plus sale, de plus extrême et de plus violent, mais aussi, parfois, dans ce qu'elle peut avoir de plus noble. Alors, en sachant à peu près dans quoi j'allais mettre les pieds, j'ai voulu, pour une fois, ne pas m'aventurer dans ce bourbier tout seul. J'ai donc fait appel au meilleur des meilleurs pour venir m'épauler dans cette douloureuse aventure. L'inspecteur Hussard et l'inspecteur Moss. Le Hussard, c'était un habitué des enquêtes littéraires et des carabistouilles panettes. Il en avait déjà vu pas mal, le garçon. Il paraît même qu'il a lu le roman érotique de Marlène Schiappa sans broncher. On est sur ce genre de gaillard. Quant à Moss, c'était l'un des plus anciens du milieu, habitué à décortiquer des études touffues que le commun des mortels fait en général, semblant d'avoir lu. Mais pas lui, pas Moss. Lui, il les lisait vraiment. Et il avait aussi lu pas mal d'ouvrages de féministes, tout aussi touffu. Alors, c'était pas quelques petits romans de dark romance qui allaient lui faire peur. Bref, avec une équipe pareille, on se disait que rien ne pouvait mal se passer. On se croyait bien préparé, mais c'est parce qu'on savait pas encore ce qu'on allait découvrir. Avant de nous lancer dans cette enquête qui nous laisserait peut-être quelques séquelles, j'avais demandé à mes compagnons d'enregistrer une phrase qui synthétiserait leur a priori sur la dark romance. Mon principal a priori sur la dark romance, c'est que c'est de la romance en plus trash. Je pense que la dark romance est aux femmes ce que le porn hardcore est aux hommes. Pour moi, c'est juste des romans à l'eau de rose pour jeunes filles naïves et ménagères esselées. Alors, est-ce que nos avis auront radicalement changé à la suite de notre enquête? Ça, vous le découvrirez plus tard. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont vos a priori sur la dark romance et à y retourner en fin de vidéo pour voir si notre enquête a changé quelque chose à votre point de vue. Quand je commence une nouvelle enquête, la première étape consiste toujours à éplucher la presse. Articles grand public, vidéos, blogs ou sites spécialisés, ça me permet de me faire une idée de la partie émergée de l'iceberg avant de fouiller plus en profondeur. D'autant plus qu'après l'affaire Corps à cœur, il y a eu un paquet d'articles sur le sujet. Et globalement, ils se rejoignaient tous sur une chose. La dark romance, c'est simplement de la romance qui aborde des thèmes plus sombres ou plus violents que la romance classique. Comme son nom l'indique, en fait. Faut croire que Moss avait tapé juste. Mon principal a priori sur la dark romance, c'est que c'est de la romance en plus trash. Sauf que cette définition, elle sonnait un peu trop simple, presque suspecte. Parce qu'en creusant un peu, j'ai pu constater que quelque chose revenait constamment. La dark romance était accusée de normaliser la masculinité toxique, la domination masculine et surtout la soumission féminine. Et puis, en parcourant ces articles, j'ai découvert tout un jargon. D'abord, le terme smut, qu'on pourrait traduire par cochonnerie. Un mot utilisé pour désigner la littérature cochonne type dark romance destinée aux femmes pour signifier que oui, il y aura bien des scènes S très explicites. Un autre terme qui revenait souvent, c'était celui de non-con ou NC pour non consensuel. En gros, c'est un euphémisme pour parler d'un mot qui commence par V et qu'on n'a pas trop le droit de prononcer sur YouTube. Je pense que vous avez compris. Et un autre détail m'avait intrigué.
beaucoup de ces articles mentionnaient un roman du nom de Haunting Adeline, et tout particulièrement une certaine scène avec un flingue. Et ce roman-là, il est souvent présenté comme le chef-d'œuvre du genre. Bon, une scène avec un flingue dans un genre qui se voulait apparemment un peu féministe, ça devait certainement être une scène d'action, un truc à la Lara Croft. Non, vraiment, j'étais loin du compte. Mais ça, on y reviendra en temps voulu. Et un autre point revenait souvent, la question de l'addiction. Mais difficile de dire si c'était au sens figuré, du genre « j'adore vraiment la dark romance », ou bien si c'était vraiment à prendre au sens propre. Une addiction comme on peut en avoir à certains comportements ou certaines substances. Une sorte d'addiction à cette intensité que procure ce genre aux lectrices. Une recherche de sensations fortes. La dark romance offre un tourbillon d'émotions, allant du chagrin à la peur en passant par la tendresse, et où l'amour triomphe de tout. C'est chaotique et compliqué, et cela ne débouche pas toujours sur la traditionnelle fin heureuse. Lorsqu'elle est bien faite, la dark romance est belle, envoûtante et surtout, elle vous fait ressentir toutes les émotions. Et c'est là que j'ai compris que la dark romance, c'était pas juste un genre, mais bien une communauté quasi exclusivement féminine. Des lectrices qui affichent fièrement leur collection de smut. Et ça collait pas tellement à ma première intuition. Je pense que la dark romance est aux femmes ce que le porn hardcore est aux hommes. Sauf que des hommes qui exhiberaient leur collection de vidéos X passeraient immédiatement pour les pires des détraqués, et ce serait très difficile à glamouriser. Alors que chez les lectrices de dark romance, c'est plutôt une fierté, presque la revendication d'une identité. Mais alors, pourquoi ? L'explication la plus courante, c'était la transgression. La transgression du sexe dit vanille, c'est-à-dire une sexualité jugée trop classique, trop conventionnelle, mais aussi une transgression des normes sociales, et notamment de l'idée que les désirs féminins seraient bridés par la société, par le patriarcat, la domination masculine. Sauf que, attendez une minute. À ce moment-là, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'étais complètement perdu. Comment la dark romance pouvait-elle être accusée de promouvoir la domination masculine et en même temps être présentée comme une transgression de cette même domination ? Ça n'avait aucun sens. Et sans surprise, j'ai constaté que les arguments étaient toujours à peu près les mêmes. Le coût de la réappropriation. Une manière pour les lectrices de dark romance, mais aussi les autrices de dark romance, de se réapproprier la violence. Ou bien le fameux « c'est la faute du patriarcat ». Tout ce qui se passe en ce moment résulte de la société patriarcale, mais aussi de la manière dont les femmes reprennent ça, même si ça correspond pas forcément à ce qu'on aimerait en politiquement correct. Et la nana que vous venez d'entendre ici, c'est Joyce Kitten, invitée par France Inter suite à la polémique autour du roman Corps à cœur et ses fameuses scènes pédophiles. Et elle était invitée aux côtés de l'historien Ivan Jablonka, auteur de La culture du féminicide, qui semblait assez dérangé, sans oser trop le dire, par cet énorme tabou, à savoir que la domination masculine fait fantasmer les femmes. Et il ira même jusqu'à dire « c'est pas simplement des fantasmes privés ou des fantasmes personnels. Je pense que ce sont aussi des fantasmes collectifs. Et la dark romance nous propose ce que la société fantasme pour les femmes. » Et ça, c'est quand même pour le moins étrange, parce qu'en réalité, la dark romance a complètement explosé après le mouvement MeToo et les conséquences qu'on lui connaît. À savoir, un monde où les hommes ont fini par avoir peur d'approcher les femmes, où ils se sentent obligés de lisser leur comportement au maximum. Et si en fin de compte, la dark romance était une transgression des normes et des valeurs imposées, non pas par le patriarcat, mais par le féminisme. Bon, c'était qu'une hypothèse. Il était bien trop tôt pour tirer des conclusions. Mais je rappelle que ces romans sont écrits par des femmes, pour des femmes. Et les fantasmes mis en scène semblent confirmer à peu près tous les clichés qu'on se fait sur les fantasmes féminins les plus inavouables. Et surtout, il semble y avoir une sorte d'escalade avec des romans qui vont toujours plus loin dans l'horreur et dans l'outrance. Mais alors, pourquoi ? Ça, on le découvrira plus tard. Je note aussi que les articles écrits après le scandale provoqué par Cœur à Cœur semblent dire que les scènes de pédophilie sont plutôt rares et absolument pas représentatives du genre. Mais d'une manière générale, ce qui ressortait de ces articles, c'est que la dark romance était très critiquée, voire dévalorisée. Or, dans les faits, l'écrasante majorité des articles que j'avais lus avaient plutôt tendance à prendre parti pour ce genre. Les critiques les plus virulentes, elles venaient en fait du public lui-même, que ce soit d'hommes ou de femmes d'ailleurs. Pour trouver des articles un peu plus à charge, il fallait se tourner du côté des médias plus conservateurs, comme Le Figaro. Mais il y a quand même un point sur lequel tous ces articles, ou presque, convergeaient, c'est sur le danger que peut représenter ce type de romance pour un jeune public. Même si, là encore, on peut trouver des articles qui prennent le parti de défendre la consommation de dark romance par des mineurs.
Contrairement aux craintes selon lesquelles la dark romance encouragerait la violence ou les relations malsaines, de nombreux lecteurs abordent ces récits avec un regard critique. Une étude menée en 2024 auprès de lycéens a révélé que les jeunes lecteurs interprètent souvent ce type de contenu avec lucidité, en prenant conscience des dynamiques troublantes tout en reconnaissant leur caractère fictif. On le découvrira plus tard, mais la réalité semble un petit peu plus compliquée que ça. Mais parmi les effets positifs intéressants, il y a l'idée que certaines femmes ont réalisé, en lisant de la dark romance, ce qu'était réellement qu'un comportement toxique, et qu'en fin de compte, ce terme était en fait utilisé à tort et à travers, et notamment par les militantes féministes. Mais après cette première étape, je venais de comprendre qu'on s'était attaqué à un sujet bien plus complexe qu'il n'y paraissait. Mais pour aller plus loin, il allait falloir revenir à la base, peut-être même plusieurs siècles en arrière. Et le plus qualifié d'entre nous pour ça, c'était, sans aucun doute possible, l'inspecteur Hussard. Bon alors Modin, comme ça tu veux qu'on retourne dans le passé? Bah t'as raison, parce que pour parler de dark romance, faut savoir d'où ça vient. Tiens, partons du XVIIe, XVIIIe siècle par exemple. À cette époque, on observe un phénomène intéressant avec la démocratisation, dans les élites françaises, des idées libertines. Alors libertin, attention, ça n'a pas forcément une connotation S à cette époque. Un libertin, à la base, c'est un curieux d'esprit, un gars qui va critiquer les dogmes et qui va chercher à comprendre le monde par lui-même. Et si ça peut sembler une bonne idée sur le papier, ça l'a pas toujours été dans les faits. Parce que, rapidement, le libertin devient un détraqué de la braguette. Par exemple, Sade, dans Justine ou les malheurs de la vertu, il met en scène une zoulette naïve et prude qui passe sa vie à se faire enlever et... comment dire, vilipendée, outragée, oui voilà, on va dire outragée, par une cohorte de nobles, de riches, de prêtres, de chefs de gang ou de magistrats, sans jamais, notez-le bien, donner son accord. Et entre deux parties de jambes en l'air sordides, Justine est un roman farci de réflexions philosophiques sur la place de la femme à la cuisine, le rôle de Dieu ou la morale humaine. Là, on n'est clairement plus dans la blague ni dans l'érotisme pur jus, mais plutôt dans une sorte d'érotisme dégénéré, croisé avec des considérations philosophico-théologiques, bref, un beau foutoir comme seule la France peut en produire. Après Sade, le 19e et le 20e siècle ont abordé de plus en plus frontalement les descriptions d'actes sexuels et de relations déviantes. Vers 1910 par exemple, Pierre Louis rédige 3 filles de leur mère, un roman dans lequel un jeune homme, Monsieur X, s'envoie en l'air avec une prostituée de 36 ans, la première fille de cette dernière qui a 20 ans, la deuxième fille qui a 14 ans et demi et la dernière fille qui a 10 balais. Hein? Quoi? Vous avez envie de vomir? Mais reprenez-vous, faut avoir le cœur bien accroché pour mener ce genre d'enquête. D'ailleurs, dans une certaine mesure, le cas de Pierre Louis est moins radical que celui du roman Corps à cœur dont Modin vous parlait en intro. Alors bon, d'ailleurs ça me frappe mais il manque quelque chose, vous trouvez pas? La littérature érotique pour l'heure, elle vise plutôt les hommes. Alors oui, les hommes les plus torturés, mais je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que se taper 3 sœurs, c'est plus un fantasme de mec que de meuf. Or, notre chère dark romance, elle est très féminine et centrée sur les femmes. Alors quoi? Est-ce qu'il me manquerait une pièce à conviction? Oui, attendez, j'ai trouvé. En fait, pendant que les mecs se paluchaient sur les horreurs que vous savez, les femmes, elles avaient des romans à l'eau de rose. Au 18e et au 19e siècle, des tas de romans sentimentaux étaient rédigés à la va-vite, publiés et aussitôt oubliés chez les libraires parisiens. Et ces textes, ils étaient à destination des femmes. L'idée ici, c'était de retirer toute pensée profonde, toute complexité et même toute relation sexuelle pour ne garder que les sentiments les plus mièvres et les plus coulants possibles. Et déjà là, on avait des archétypes, ce qu'on appelle des tropes aujourd'hui. Une domestique qui fricote avec un jeune et riche noble, un vieux général et sa servante, une naïve et un débrouillard, etc., etc. Donc c'était déjà un produit très standardisé en fait. Et après ça, un peu comme chez ces messieurs, ces dames ont graduellement monté le curseur du cru. En 1954, Pauline Réage publie Histoire d'eau, les aventures d'une jeune fille qui se place volontairement à la merci de son amant, lequel l'emmène dans un château pour la torturer, abuser d'elle, la maltraiter et même la partager avec d'autres hommes. Alors oui, ça choque, mais ça fait aussi un carton. Et ce carton, il traverse l'océan et il gagne les US. Dans les années 70 et 80, un sous-genre de la littérature érotique et sentimentale apparaît, le bodice. Merci mon accent anglais. Son principe, dans un univers souvent gothique, une fille se retrouve sauvée par un homme qui la malmène et la torture. Mais bon, comme ils entretiennent en même temps une relation monogame, ça va, la morale a l'air d'être sauve. Enfin, j'imagine. En tout cas, ce qui est intéressant à partir des années 50, c'est que, pour la première fois, ce sont officiellement des femmes qui écrivent. Kathleen Woody-Wyss, Joanna Lindsay, Rosemary Rogers, ce sont bien des femmes qui prennent plaisir à décrire les relations toxiques d'autres femmes et les sévices qu'elles endurent dans un but purement érotique. Ah oui, parce que là, faut pas chercher le style, l'originalité ou la philosophie. Les intrigues suivent des schémas très convenus, mais ça cartonne. Ça cartonne au point où la presse compare le bodice au Big Mac. Rapide, pas cher, prévisible, grand public, bref, des textes très faciles d'accès. Et tout ça, ça m'amène évidemment à Twilight de Stephanie Meyer. Bon, qui ne connaît pas Twilight? Non, sérieux,
Il y a des gens qui ont hiberné assez longtemps pour avoir échappé à ce phénomène mondial des années 2010. L'histoire d'une gamine tirée de sa vie inintéressante par sa relation torride mais compliquée avec un vampire, ça vous dit rien ? Ah bah si, vous voyez ? Bon bah, Twilight, c'est THE carton planétaire. 100 millions d'exemplaires vendus dans le monde, traduits en 35 langues, 3,2 milliards de recettes au box-office mondial. Bon, ça y est, là on commence à vraiment s'approcher de la dark romance, à la fois en termes d'écriture, d'érotisme prévisible et de succès commercial écrasant. Et quand je dis succès commercial écrasant, comprenez auprès de ces dames. Parce que les mecs, Twilight, bon, voilà quoi. D'ailleurs, en 2015 est sorti Life and Death, Twilight Reimagined, où les rôles étaient inversés. La jeune fille est devenue un jeune homme et le vampire, une vampire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas rencontré le même succès que la série originale. Comme quoi, ce sont vraiment des fantasmes féminins. Ouais, en fait le succès de ce truc a entraîné pas mal de vocations littéraires. Aux quatre coins des États-Unis, des femmes se sont mises à gratter leur fiction érotique. Tiens, Wattpad par exemple. C'est une plateforme où les internautes peuvent poster leurs propres histoires, échanger à ce propos, se faire des retours, se critiquer, bref, c'est devenu un lieu de sociabilité incontournable pour comprendre l'essor de la dark romance. D'ailleurs, messieurs, si vous le voulez bien, il faudra enquêter là-bas un moment ou un autre. Parce que la plateforme Wattpad, elle est littéralement devenue un laboratoire gorgé de centaines et de milliers de fanfictions érotiques. Ne cherchez plus, on a trouvé le nid. Wattpad, c'est le lieu où la dark romance s'est développée. Et il y a un succès qui a rien arrangé. Parce que parmi toutes ces dark romances naissantes inspirées de Twilight, il y a eu 50 nuances degrés. Oh là, 50 nuances degrés. Bon, pareil, tout le monde connaît, donc je résume pas plus que ça. Elle est jeune, pauvre et niaise. Lui, il est riche, charismatique et tourmenté. Gna gna, latex et martinet, gna gna, histoire d'amour. Ça a cartonné. Ça a cartonné! À tel point que E.L. James, l'auteur de ce livre, est l'auteur qui, aujourd'hui, gagne le mieux sa vie dans le monde devant J.K. Rowling ou Stephen King. Je sais pas si vous voyez la puissance du truc. Alors évidemment, un tel succès ne pouvait qu'appeler d'autres, disons, vocations. Et c'est là, finalement, en bout de course, que va véritablement naître la dark romance. Parce que oui, même 50 nuances, à strictement parler, ce n'était pas de la dark romance. Seulement le dernier chaînon manquant entre la littérature générale et ce nouveau courant. Alors oui, à strictement parler, la dark romance n'est jamais vraiment née. Elle provient d'une mutation continue de la littérature érotique, en cours depuis des siècles. Mais disons que pour pas mal de lectrices, si on devait vraiment acter le début du mouvement, le roman qui a vraiment lancé le genre, c'est certainement L'ombre d'Adeline, écrit par H.D. Carlton. Et justement, maintenant que j'ai parlé beaucoup, mais alors vraiment beaucoup trop longuement d'histoire littéraire, je pense que le mieux à faire, c'est de se jeter dans la gueule du loup et d'aller lire de la dark romance. L'inspecteur Hussard avait raison. On avait trop traîné dans les archives. Alors, on a sélectionné 3 romans. L'ombre d'Adeline, de H.D. Carlton, qui est régulièrement cité comme le roman de dark romance le plus emblématique. Un autre, plus anecdotique, Tragic and Darker, de Cynthia Havendine, qui semblait être un roman de dark romance dans la moyenne, disons. Et enfin, le fameux roman censuré sur lequel on a réussi à mettre la main, Corps à cœur, de Jessie Oriane. Pour savoir qui allait lire quoi, on a tiré à la courte paille. Et voici les résultats. Et puis, on a conclu un pacte. D'ici une semaine, on devait tous avoir terminé le livre et livrer aux autres nos impressions. Dans un premier temps, je vais donc vous parler de Tragic and Darker. Et déjà, le titre m'interroge. Ça annonce la couleur, certes, mais pourquoi garder le titre en anglais ? Ça semble d'ailleurs être une récurrence dans l'univers de la dark romance. Tragic and Darker, c'est loin d'être le roman le plus connu, mais il est plutôt bien noté par les lectrices, avec une moyenne de 4,5 étoiles sur Amazon. Des commentaires qui parlent beaucoup d'à quel point le roman est choquant et éprouvant, d'autres qui parlent aussi de ses personnages complexes, de l'intrigue bien ficelée, etc. Et bien sûr, beaucoup évoquent les scènes les plus tabous. Alors, laissez-moi vous raconter brièvement l'histoire de Tragic and Darker. Andra, une femme de 38 ans en plein divorce, travaille en tant que traductrice de romans à l'eau de rose. Et un jour, on lui propose un poste en tant qu'enseignante à l'université de Woodward, un campus réservé aux jeunes hommes très riches qui vont lui faire vivre un véritable cauchemar. Et parmi eux, Roman Eaton, 18 ans, dont elle va tomber éperdument amoureuse. Et cet amour est d'ailleurs réciproque. Mais pour Roman, il va rapidement devenir obsessionnel, au point qu'il se retrouvera à tuer pour elle. Pourtant, je n'aurai droit à aucun effet de surprise, puisque tout m'aura été intégralement révélé dès la première page du livre, pendant le trigger warning. Cette dark romance contient des scènes détaillées de meurtre et de sexe et aborde l'inceste, la pédophilie, les troubles mentaux, le viol, le complexe d'Oedipe, ainsi que la consommation de substances illicites. Et je confirme, tout ce dont il est question dans ce trigger warning est présent dans le roman, y compris les scènes de pédophilie. Et là, tiens, ça semblait totalement contredire ce que j'avais entendu sur le sujet.
Je note aussi que les articles écrits après le scandale provoqué par Cœur à Cœur semblent dire que les scènes de pédophilie sont plutôt rares et absolument pas représentatives du genre. Alors, est-ce que c'était une coïncidence extraordinaire que je sois tombé sur un livre où un enfant se fait V, ou bien est-ce que ces scènes ne sont peut-être pas si rares que ça dans la Dark Romance? Parce qu'ici, je vous parle d'une scène où un enfant d'environ 8 ans se fait V par un policier. Seulement, attention ici, le but de la scène n'est clairement pas de provoquer l'excitation, mais bien plutôt de faire rentrer le lecteur en empathie avec le personnage. L'idée, c'est de faire comprendre que ce sont les horreurs qu'il a subies dans son enfance qui ont conduit Roman Eaton à devenir le monstre qu'il est. Le but de cette scène n'est pas d'exciter, mais bien de choquer. L'intention est assez transparente. Dénoncer les abus sur les enfants, certainement pas d'en faire l'apologie. Mais pour ce qui est des scènes du complexe d'Oedipe, par contre, ce qui consiste donc à désirer sa propre mère, c'est beaucoup plus ambigu. Idem pour les scènes non consenties. Mais je note aussi que dans leur écrasante majorité, les scènes érotiques sont consensuelles. Et il y en a vraiment beaucoup. Elles sont décrites avec beaucoup de détails très crus et sont souvent là pour résoudre les tensions. Un peu à la manière des combats dans un film d'action. Mais ce qui est vraiment le plus mis en avant, c'est avant tout la psychologie des personnages, qui est pourtant assez peu étoffée, il faut l'avouer. Alors maintenant, si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé, curieusement, je me suis plutôt bien amusé, comme on s'amuse devant un nanar. Parce que j'ai rapidement compris qu'en fin de compte, ce que j'étais en train de lire, c'était au fond un divertissement sans grande prétention, et c'est à peu près tout. Bon, je pense pas que j'en lirai d'autres, mais l'expérience a été extrêmement intéressante. On a affaire à un mélange extrêmement particulier. Une histoire d'amour romantique à l'eau de rose, avec des scènes X à tendance BDSM, mais le tout reste à peu près aussi niais que n'importe quelle romance. Sans parler du nombre incalculable de clichés hollywoodiens vus et revus. Cependant, le twist final a vraiment réussi à me surprendre parce qu'il était bien amené et qu'il a quand même réussi l'exploit de surenchérir avec toutes les horreurs que le bouquin racontait déjà. Parce que oui, au fond, la Dark Romance, c'est de la littérature d'horreur avec du quelque chose qu'on lit pour être choqué, pour se faire peur, pour le suspense aussi. Ce qui ne l'empêche pas d'en dire beaucoup sur la psychologie féminine, mais pas de la manière dont je l'avais imaginé. En fait, Roman, qui a beau être un énorme sadique, est sincèrement amoureux d'Andra. Et sa violence, il la tourne plutôt vers les autres. Et en fait, ce qui semble charmer les lectrices, c'est ça. C'est cet instinct protecteur. L'idée qu'un homme soit si amoureux d'une femme qu'il serait prêt à tuer pour elle. L'idée qu'il soit monstrueux avec tout le monde sauf avec elle, c'est ça le fantasme. Et au fond, c'est quelque chose d'extrêmement ancien. Il y a aussi cette scène très intéressante où Andra explique qu'elle est totalement déstabilisée par la galanterie dont fait preuve Roman. Parce qu'après tout, sa mère lui avait appris à être indépendante. Et il y a beaucoup de moments comme ça où elle réalise que son éducation féministe va à l'encontre de ses désirs de femme. Et ça va beaucoup la déranger. Et d'une manière générale, tout se joue tout le temps autour de cette dualité entre le désir et la morale. On retrouve aussi le cliché du bad boy, bien sûr, mais tout est fait pour qu'on comprenne son cheminement psychologique, à travers ses traumatismes notamment, et ce qui l'a conduit à devenir le monstre qu'il est. Mais pourtant, ce Roman, ce n'est pas quelqu'un d'absolument immoral, parce qu'il y a derrière ces meurtres une motivation plus profonde, celle de sauver les enfants en assassinant les tordus qui leur font du mal, pour ne pas qu'ils aient à souffrir comme lui a souffert, et tout est là. Tout est dans cette ambiguïté, dans cette zone grise entre le bien et le mal. C'est vraiment ça qui semble être l'essence même de la Dark Romance. Ce que j'ai aussi pu observer, c'est qu'Andra valorise énormément le physique avantageux de Roman, son caractère viril et conquérant, mais aussi sa fortune, son statut social, parce que le luxe joue un rôle évident dans la séduction. Et c'est totalement assumé, quitte à valider énormément de clichés que notre époque nous a appris à trouver machistes et déplacés. Plus encore, Andra a pendant longtemps été mariée à un homme qu'elle considérait comme moyen, pas musclé, pas tellement viril ni riche. Elle va pas arrêter de le comparer à ce mâle alpha qu'est Roman. Et ça, évidemment, ça donne un sacré coup au mythe de la déconstruction de la masculinité. Les femmes aiment les hommes dominants, ou tout du moins, les hommes dont émane une très forte confiance en eux. De mon côté, je m'en étais donc pas trop mal tiré avec cette lecture. Maintenant, voyons comment ça s'est passé pour l'inspecteur Hussard. Et apparemment j'ai tiré le gros lot. L'ombre d'Adeline, ou Haunting Adeline dans la langue de Sydney Sweeney, c'est un peu le livre emblématique de la dark romance tel qu'on se l'imagine, à tel point que toutes les amatrices de ce genre passent par cette lecture. Publié par H.D. Carlton en 2021, il s'agit du premier tome d'une duologie, oui, comme une trilogie mais avec seulement 2 textes. Noté 4,5 étoiles sur Amazon avec des avis dithyrambiques de lectrices qui louent le réalisme, l'originalité ou encore la maîtrise du style dont l'auteur fait preuve, bah moi j'ai envie de dire allons-y quoi. Bon alors cependant,
avant même de commencer, j'avoue que la litanie des trigger warnings ne me fait pas attendre grand chose côté originalité ou réalisme. Enfin, à moins que le trafic et sacrifice d'êtres humains soient réalistes, mais pour rappel, on vit pas tous en coloc avec Jeffrey Epstein et Jack Lang. Mais bref, allons-y pour le résumé. On suit donc Adeline, une jeune et séduisante auteure à succès américaine qui vient d'hériter de la maison de sa grand-mère, un genre de manoir à la Bruce Wayne, au fin fond de la Cambrousse à Merlock. Sa vie se partage entre l'écriture molle de son nouveau roman, les soirées pyjama et pot de glace avec sa meilleure amie Daya, ses aventures d'un soir foireuse avec des mecs aussi beaux que nul au pieu, et son exploration du manoir familial. Car oui, Adeline s'aperçoit rapidement que son arrière-grand-mère a caché entre ses murs le journal qu'elle tenait dans les années 40 et dans lequel elle narrait ses chouanneries. Oui, concrètement, c'est exactement ça. Mamie trompait son mari avec un illustre inconnu, un certain Ronaldo, et grattait ses meilleurs aveux dans son petit cahier à spirale Clairefontaine. Et vous allez voir qu'apparemment, les histoires foireuses, c'est de famille, parce qu'Adeline aussi ne va pas tarder à croiser la route d'un bon gros psychopathe. Le maboule en question, il s'appelle Z, et c'est un tueur. Non mais littéralement, il tue des gens, et il les torture aussi. Voilà, c'est son métier et sa passion, mais rassurez-vous, Z est quand même un bon gars, car il ne s'en prend qu'à des tripoteurs de gamines et des caïds du grand banditisme. C'est donc un protecteur des plus faibles, et même un bon gars, vous trouvez pas ? Tiens, c'est exactement comme dans Tragic and Darker. Sauf que dans sa vie perso, Z est un taré premium AOC élevé au grain. Un beau jour, il passe par hasard devant une librairie où Adeline dédicace ses bouquins et tombe immédiatement sous son charme. Il décide donc, tout de suite et de façon unilatérale, de la harceler jusqu'à ce qu'elle lui appartienne complètement. Et si vous croyez que ça n'a aucune chance de marcher, souvenez-vous qu'on est dans la zone grise du fantasme avec ce bouquin, pas dans un récit naturaliste à la Zola. Donc Z s'introduit chez Adeline, laisse des marques de son passage, lui envoie des SMS flippants, tue les hommes qui s'approchent d'elle, bon, la routine quoi. Et Adeline, elle est effrayée bien sûr. Mais sa peur est ambivalente. Elle oscille constamment entre la répulsion et l'attirance vis-à-vis de cette ombre qu'elle n'a jamais rencontrée. Et justement, comme le tome 1 fait déjà 500 pages, vous vous doutez bien que nos amigos vont finir par se croiser. Et bah, bingo. Z vient trouver Adeline, se pose devant elle et assume tout, sans s'excuser ni chercher à s'expliquer. Il instaure avec elle un rapport de domination immédiat, agissant comme si elle lui appartenait complètement et devait s'estimer heureuse d'être à sa merci. Alors Adeline, elle tergiverse, elle hésite, elle regimbe, mais finalement, au lieu d'appeler police secours, elle fait ce que toute femme moderne et indépendante doit faire face à un psychopathe, elle cède. Et pas qu'un peu, parce que oui, il y a du bon gros sexe dans ce bouquin, et vraiment pas qu'une fois. Adeline jouit littéralement de l'emprise que Z acquiert peu à peu sur elle. Et même quand elle est effrayée et pas vraiment consentante, le roman bascule dans une espèce de zone grise bien malsaine qu'on pourrait appeler le consentement de Schrödinger, puisqu'Adeline est consentante et pas consentante en même temps. D'ailleurs, en parlant de cette scène de fiac, ça me rappelle ce que disait le commissaire Maudin. Bon, une scène avec un flingue, dans un genre qui se voulait apparemment un peu féministe, ça devait certainement être une scène d'action, un truc à la Lara Croft. Et bah, ça, je suis tombé dessus. Bam, d'un coup, chapitre 16. Et non, commissaire, c'était pas une scène d'empouvoirment à la Lara Croft. En gros, Z retrouve Adeline, la tabasse et la braque avec son gros flingue. Et c'est pas une métaphore, il a vraiment un gros pistolet. Il la force ensuite à se déshabiller et lui mord les tétons avant de... Purée, c'est tellement débile que j'hésite à vous le dire. Avant de lui faire sucer son gros calibre. Et je parle toujours de son pistolet là, hein. Voilà, c'est dit. Ah vraiment, on en fait des choses pour les vidéos YouTube, hein. Si on m'avait dit que j'allais dire ça, donc slurp le bon pistolet et paf dans le minou. Et je parle toujours du revolver, hein. Et Grand Prince, Z laisse 10 secondes à Adeline pour jouir. La voici la fameuse scène qui a fait tant parler et suscité tant d'émoi parmi des lectrices. Bon, maintenant que vous avez vu ça, on peut avancer ou vous avez besoin de reprendre votre souffle avant? Non, parce que pendant tout ce temps, les ennemis de Z ont retrouvé sa trace. Et comme ils sont très méchants, et que Z est très dangereux, ils cherchent sa faille. C'est là qu'Adeline se retrouve dans la sauce. Elle se fait donc traquer par des gars qui traquent le mec qui l'a traqué. C'est bon, vous avez suivi? Mettre en question la problématisation de ce problème et problématiser les formes de problématisation de ce problème, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que problématiser la problématisation du problème n'est pas problématiser le problème. Mais oui, c'est clair. Avant de se faire enlever, et c'est la fin du tome 1. Et j'ai pas lu le tome 2, excusez-moi, contrairement à Adeline, je suis pas maso moi. Donc messieurs, je crois qu'on tient une bonne pièce à conviction ici. Fantasme dérangeant et prohibé, relations malsaines et ambiguës, histoire familiale torturée, complexe du messie avec une femme qui rêve de sauver un homme de lui-même. Bref, ce bouquin il coche toutes les cases de la dark romance, je crois que je suis tombé sur un bon client. Et encore, on vous a gardé le meilleur pour la fin. Inspecteur Moss, raconte-nous tout. Chers collègues détectives, c'est effectivement à moi qu'est revenu le privilège, que dis-je l'honneur, de lire le livre par qui cette vidéo est advenue, le très sulfureux Corps à cœur, écrit en plusieurs tomes par Jesse O'Ryan et qui a défrayé la chronique.
Dans ce texte, on suit le parcours d'une certaine Mélina Farest, influenceuse de charme, qui use de sa plastique apparemment irréprochable et de son appétit vorace pour profiter de la générosité de ses followers qui lui envoient une vingtaine de cadeaux par semaine, par exemple, et des hommes qui croisent sa route et ils sont assez nombreux et elle n'hésite pas à les manipuler. Le premier tome s'ouvre sur un voyage en Polynésie, offert par un abonné. Mais pour le plus grand plaisir des lectrices, le voyage de Mélina est rythmé par d'innombrables scènes de sexe brutal. Avant même d'avoir mis les pieds à l'aéroport, Mélina profite déjà goulûment de 3 frotteurs de métro et entre les vidéos filmées pour ses abonnés et les galipettes d'opportunités, on perd très rapidement le fil du body count vertigineux de la protagoniste. Au milieu de ce tumulte, elle rencontre Arcane, bonhomme viril mais un peu méprisant au départ. Mélina a du mal à l'apprécier et il préfère de loin s'occuper de sa petite fille. Mais voilà, sa fille justement doit partir en voyage pour 2 semaines et Mélina compte bien en profiter. Les disputes et les rafistolages s'enchaînent et entre de très nombreuses scènes olé olé, on apprend que Mélina a en fait subi des viols pendant son adolescence. Un triangle un peu étrange se met alors en place entre Arcane, sa fille et Mélina. Triangle fait de jalousie, de compassion et de compétition qui fera toute la substance narrative de ce premier tome. Je vous épargne tous les détails de ces péripéties, mais par exemple, lorsque la fillette a un grave accident de voiture et que son pronostic vital est engagé, Mélina y voit une fantastique opportunité pour passer un peu plus de bon temps avec Arcane. Puis elle trompe Arcane avec son ami Loïc, un mec bien et loyal, mais qui face à elle est incapable de dire non. Et finalement, ce couple se sépare et Mélina repart pour la métropole, fin du premier tome. Le second tome reprend l'aventure quelques mois plus tard. Arcane a retrouvé un équilibre dans les bras d'une Polynésienne et Mélina continue d'enchaîner les coups d'un soir. Enfin, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte d'une petite fille dont elle ne sait même pas trop qui est le père. La découverte de cette grossesse met mal à l'aise Mélina, qui la voit comme une gêne dans ses pratiques sexuelles, et elle finit par surnommer sa propre enfant le parasite. À peine sortie d'hôpital, Mélina craque, elle est frustrée, elle finit par planter ses dents dans l'engin de son compagnon du moment, un certain Jeff, pour se venger de ne pas pouvoir se satisfaire autrement. Elle recontacte Arcane, qui accepte de venir en France, tandis que Mélina songe brièvement à se ranger, avant de réaliser que des postes proposés chez France Travail, pour son niveau inexistant de qualification et d'expérience, sont payés au SMIC, SMIC qu'elle trouve dévalorisant. Cette réalisation la décide à revenir au plus vieux métier du monde, qu'elle pratique depuis en réalité le premier tome du livre, avec l'aide cette fois-ci d'un certain Lucas qui lui promet de l'héberger en échange d'une petite commission. Le Lucas est un archétype du bad boy et on découvrira un peu plus loin toute l'horreur qu'il est capable de mettre en place pour par exemple séquestrer et droguer et torturer l'ex de Mélina, à savoir Jeff. Mais revenons à ce qui fait la polémique du livre. Chapitre 58, Lucas, le proxénète de Mélina, pour dire les choses, avoue ses nièces de 13 et 7 ans. Déjà, rien que ça, sans aucune forme de condamnation de l'auteur discernable, c'est assez glaçant. Mais ce n'est en fait rien du tout par rapport à toute la suite de ce qui va advenir, notamment, il me semble que le plus dur se trouve entre les chapitres 60 et 67, mais il y aura des choses jusqu'à la fin du chapitre 86 dans le même style. Quand j'ai entendu parler de ces extraits au début, ces extraits qu'il faut dire les choses, je me suis dit que je n'avais pas le contexte, qu'il devait y avoir une confusion. Mais non seulement il n'y a aucune confusion, mais plus j'ai eu de contexte, et plus c'était accablant. Vous voyez cette expression « j'ai perdu foi en l'humanité en lisant ce livre », eh bien je crois qu'elle a été inventée pour ce texte. Alors ce que j'ai cru naïvement au départ, avant de lire ce texte, c'est que c'était l'histoire d'un fou furieux qui, à l'insu de ses parents, abusait de mineurs. Mais en fait, pas du tout. L'acte est totalement voulu et encadré, et même encouragé par Mélina, qui prend du plaisir à voir son propre bébé, à quelques semaines de sa naissance seulement, se faire pénétrer partout où c'est possible. Et je dis bien partout. Le monsieur lui fait rencontrer ses parents, les sévices se répètent chapitre après chapitre, des sévices qui feraient passer l'île d'Epstein pour une colonie tranquille de vacances. Pour vous dire jusqu'où va le niveau de conscience et d'implication, la mère discute longuement du choix de type de lait à donner pour optimiser la dilatation des orifices de son bébé en fonction de l'épaisseur des excréments. On est dans ce genre de détails, et c'est ce genre de détails pendant plusieurs chapitres, voire peut-être même plusieurs dizaines de chapitres. Les draps sont gorgés de sang, de vomi, d'excréments. Mélina et Lucas envisagent d'avoir un deuxième bébé parce que Lucas voudrait avoir de la chair fraîche. Lucas filme tout ça. Mélina participe joyeusement en se disant qu'elle a trouvé l'homme de sa vie, le bad boy idéal. Et les scènes se répètent partout, chez eux, sur des aires d'autoroute, un peu n'importe où. Et cerise sur le gâteau, on nous explique pour finir que Mélina était sous emprise, donc pas vraiment coupable. Une emprise qu'elle paiera de sa vie, si vous voulez savoir la fin. Alors pour être honnête, je suis obligé de sortir de ma peau d'enquêteur objectif et neutre pour vous dire la vérité, sans filtre.
J'ai eu des convulsions en lisant ce livre. Je suis resté prostré devant certains paragraphes en me demandant comment j'avais pu lire ce que j'avais lu. Il y a toute la différence du monde entre de la littérature érotique qui décrit des scènes suggestives et un livre qui détaille de manière obscène et clinique comment un bébé entre pleurs, excréments et sang, voire comment un bébé sur une aire d'autoroute dans des toilettes publiques. Une des lectrices que j'ai interrogée m'a même rapporté avoir été tellement choquée par ce livre qu'elle m'a confié ceci. Des flashbacks de ce livre rejaillissent hélas parfois dans mon esprit. Je suis certainement sensible, mais certainement pas unique. Cet ouvrage a eu un réel impact négatif psychologiquement sur moi. Le début des péripéties de Mélina rejoint un fantasme, somme toute assez répandu, celui de l'omnipotence, sans culpabilité, sans responsabilité, qui permet de tout faire sans en avoir à en subir des conséquences. Mélina peut tout se permettre, rien ne laisse de traces. Elle peut multiplier les partenaires sans conséquence, ne pas se préoccuper de comment gagner sa vie, mais avoir toujours un toit sur sa tête et à manger. Et c'est à peu près le modèle qu'on vend aux jeunes femmes. Le cheat code, c'est qu'il faut être jolie et tout le reste suivra. Amuse-toi, profite de l'instant et ne pense pas au reste. Mais à partir de cette entrée en matière tristement banale, presque bancale, le livre opère un glissement entre réprobation sociale, donc souvent morale, et plaisir. Si transgresser des interdits peut donner un sentiment de liberté, voire de plaisir, la dark romance postule ici que plus la transgression est grande, plus le plaisir l'est aussi. Ce qu'on a désigné autrefois comme une attitude débauchée. Le débauché finit par ne pas tant rechercher le plaisir que l'interdit, qu'il associe comme un proxy au plaisir. Plus l'interdit est puissant, plus la morale et la société le réprouvent, plus il y prend du plaisir. Et la quête de la transgression perpétuelle passe nécessairement par la destruction de tout ce qui possède un caractère sacré, donc notamment humain et personnel. Un art qui se concentre sur les organes sexuels ne sera pas érotique mais obscène. Il s'agira donc d'un art qui nie l'intentionnalité interpersonnelle du désir. Depuis toujours, l'obscénité se caractérise par cette focalisation sur les organes et les mécanismes de la rencontre sexuelle au détriment de toute représentation individualisante des sujets eux-mêmes. Roger Scruton, Le désir sexuel, une enquête philosophique. Si l'érotisme représente des désirs de personnes qui se répondent l'un à l'autre, l'obscénité et la perversion représentent des actes sur des personnes devenues objets. La marque de la perversion consiste à ne plus penser l'autre comme une personne, mais comme un ensemble d'orifices dont les seules propriétés pertinentes sont des paramètres physico-chimiques de dimension et de lubrification. Dans son enquête philosophique sur le désir sexuel, un livre colossal, Roger Scruton explique précisément comment caractériser la perversion par justement l'effacement de la personne et de l'altérité. Et on retrouve très exactement l'effacement du visage dans toutes les scènes atroces que j'ai pu lire. La comparaison qui revient le plus souvent, c'est celle du bébé, et aussi celle de la poupée, un objet inanimé au visage vide, impassible, comme insensible aux perturbations du monde extérieur. Alors, contrairement à ce que j'ai pu lire un peu partout, notamment dans la presse grand public, on ne parle pas ici d'un livre avec des passages choquants. Ce n'est pas des passages choquants. Il y a 20 chapitres de passages choquants. C'est presque la moitié du second tome. Alors oui, je suis arrivé à la fin et je l'ai lu et il y avait une petite pirouette finale pour me dire « Je ne fais que dénoncer ce qui arrive tous les jours, voici un numéro vert d'urgence en cas de besoin ». Mais justement, j'ai ressenti cette phrase finale, ce petit paragraphe de fin, ce petit disclaimer additionnel comme un ultime crachat sur l'air de « Je mets ça au cas où, je veux pas de problème avec la justice ». Selon les rares informations disponibles, potentiellement fausses d'ailleurs, l'auteur du texte aurait 42 ans environ et serait mère au foyer de 3 enfants. Elle a nié le caractère d'apologie de la pédophilie et porté plainte contre la ministre qui a évoqué son œuvre avec ce qualificatif. Selon un article juridique posté par Nathalie Drouin, la présence d'un trigger warning et le contexte romancé donnent de bonnes chances à l'auteur d'éviter une condamnation en justice pour une apologie. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, le contexte me semble plus accablant que disculpant. Le contexte dit que pour une femme qui aime prendre du plaisir et en donner à son compagnon, le stade ultime du plaisir est de lui donner, comme une offrande, son propre bébé. Et dernier détail important, le livre, en fait, a été publié il y a déjà un certain temps et le scandale a mis presque 2 ans à éclater. Il aura donc réussi à passer sous les radars pendant tout ce temps-là, ce qui veut dire que potentiellement, dans l'univers de la dark romance, publié sur internet, publié sur Amazon, en auto-édition, il y a potentiellement beaucoup d'autres livres qui sont dans le même style et qui contiennent des passages tout aussi choquants. Eh ben, mon cher Moss, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était assez éprouvant. Toujours est-il que ça semble quand même confirmer le statut un peu à part de corps à cœur. Mais après ces lectures, et surtout après avoir consulté pas mal de résumés détaillés de beaucoup d'autres romans de dark romance, j'ai voulu établir une sorte de portrait robot du roman de dark romance type. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que le genre est extrêmement codifié. Déjà, tout commence avec la couverture. Beaucoup de noir, de rouge, de violet, de blanc. Pour ce qui est des illustrations, on retrouve énormément de fleurs, de crânes, de serpents, de symboles très gothiques, ou bien une photo d'homme à la carrure imposante,
souvent torse nu. Puis, en ouvrant le livre, vient le trigger warning, qui n'est évidemment pas une liste censée être repoussante, mais bien au contraire, un argument de vente. Plus elle est fournie, plus elle est spicy, et donc mieux c'est. Spicy, c'est aussi un terme qui est très souvent utilisé dans la communauté Dark Romance. En fait, certaines lectrices confient même préférer lire la liste des trigger warnings plutôt que le résumé du livre. Parce que ce qu'elles recherchent, c'est avant tout du contenu choquant. D'où cette escalade permanente qui a pu mener à des ouvrages comme Corps à Cœur. Parce que les trigger warning lists, ce sont des tabous qui peuvent être la tromperie, la maladie, la différence d'âge, la violence, la manipulation, la pédophilie, ou encore les relations non consenties. Pour ce qui est des personnages, la femme est souvent une trentenaire de la génération Y, souvent un peu naïve et ayant une vie sexuelle peu active. L'homme est un mâle alpha, quasiment toujours riche, et il est souvent comparé à l'ancien compagnon du personnage principal, qui lui est souvent présenté comme un homme moyen, peu performant au lit et peu conquérant. D'ailleurs, au cours de notre enquête, nous sommes rentrés en contact avec une certaine Liv Anderson, auteure du livre Love Industry, qui parle des dessous du business de la romance. Un livre extrêmement complet qui a été une des pièces maîtresses pour nous permettre de réaliser cette enquête. Et comme elle a elle-même lu énormément de romances et de dark romance, elle a pu établir la structure type que je vous affiche à l'écran. Et oui, vous avez bien lu, aussi étrange que ça puisse paraître, les dark romance ont très souvent une fin heureuse, ou en tout cas ambiguë. Et parmi les thèmes typiques, on retrouve l'enlèvement et le syndrome de Stockholm, la prostitution, le fait de tomber amoureuse d'hommes dangereux, être victime d'agressions, le mariage forcé, les hommes qui traitent les femmes comme des possessions, le fait de tomber amoureuse d'un supérieur hiérarchique, le polyamour, être vendu comme esclave, de grandes différences d'âge, et j'en passe. Mais il est intéressant de remarquer à quel point ce genre est ultra codifié, jusqu'aux tropes relationnels qui définissent le point de départ de la relation, d'ennemi à amant, d'ami à amant, etc. Et tout ça me faisait un peu penser à l'équivalent des tags qu'on pouvait trouver sur certains sites qu'on visite en navigation privée. Mis à part que ça ne se baserait pas sur des pratiques ou des caractéristiques physiques, mais sur des fantasmes ou des particularités relationnelles. Alors, à ce moment-là de l'enquête, on estimait avoir déjà fait un grand pas dans la compréhension de ce genre si particulier. Mais on avait fini par découvrir quelque chose d'autre. Il faut bien comprendre que la dark romance, ce n'est qu'un sous-genre de la romance, que certains présentent comme le sous-genre le plus extrême. Pourtant, à force de m'enfoncer dans ce terrier de lapin, j'ai fini par découvrir des recoins encore plus sombres et bizarres, à commencer par la monster romance. Et là, on est vraiment à un autre niveau. En fait, la monster romance mériterait une vidéo qui lui soit entièrement consacrée tellement le sujet est vaste. Mais j'aimerais quand même qu'on y fasse un petit détour. La monster romance, c'est une sorte de fusion entre la fantasy et la dark romance, où l'histoire d'amour met en scène un humain et une créature non humaine, qui peut être un démon, un alien, un vampire, un loup-garou, ou toute autre sorte de créature mythique, comme Bigfoot, ou le monstre du Loch Ness. Et là encore, aussi bizarre que ça puisse paraître, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose de nouveau. Dans la mythologie grecque déjà, on retrouvait énormément de romances avec des personnages monstrueux. On peut aussi penser aux histoires de vampires, souvent très romantiques. Mais parfois, ça part beaucoup plus loin, à la limite du troll, comme dans Unhinged, qui raconte une histoire érotique avec une porte. Ou bien Scarecrow Queen, où cette fois-ci, c'est un épouvantail. Ou bien le célèbre Morning Glory Milking Farm, dans lequel une jeune diplômée noyée sous les dettes accepte un travail qui consiste à stimuler des minotaures pour récolter leurs semences afin de produire des médicaments. Et puis, elle commencera à développer des sentiments pour un de ces minotaures. Et là encore, il est très intéressant de remarquer comment cette œuvre est interprétée, notamment par les féministes. Morning Glory Milking Farm is actually a profound critique of late-stage capitalism and toxic masculinity. Capitalisme et masculinité toxique, ça marche à tous les coups. Mais d'un autre côté, j'aurais personnellement beaucoup de mal à analyser ces œuvres autrement qu'à travers le prisme de la métaphore. Et pourtant, il y a des éléments qui me font penser que pour certaines femmes, l'intérêt érotique de la monster romance est vraiment premier degré, puisque la sortie de certains romans sont parfois accompagnés de produits dérivés, si vous voyez ce que je veux dire. Alors avec tout ça, vous vous demandez peut-être à quoi ça ressemble, la monster romance. Eh bien, voici un extrait d'un roman du nom de Nepenthe. Elle se réveille au milieu de la nuit, dans un donjon glacial et se rend compte qu'elle a ses règles. Le monstre aux tentacules lui demande ce qui ne va pas, et lorsqu'elle finit par lui dire, il lui ordonne de s'asseoir sur son visage pour qu'il puisse soulager sa douleur.
Bon, honnêtement, j'avais vraiment du mal à comprendre cet univers. Alors, j'ai demandé à Liv Anderson, l'auteur de Love Industry, son analyse sur ce point. Et voici ce qu'elle m'a répondu. La monster romance est la niche extrême. Contrairement à l'homme toxique de la dark romance, qui reste ancré dans une réalité sociale, le patriarcat, le monstre est une créature hors système. En tombant amoureuse d'un orc, d'un alien ou d'une créature quelconque, la lectrice évacue toute comparaison avec les rapports de force homme-femme réels. C'est un fantasme déconnecté du réel, ce qui le rend paradoxalement plus sûr émotionnellement. C'est une version poussée à l'extrême de La Belle et la Bête. On aime l'être pour son essence, par-delà sa forme terrifiante. Cela dit, il ne faut pas occulter l'aspect purement fonctionnel du genre. Le genre joue énormément sur l'inventivité biologique. Anatomie non humaine, performance hors norme. C'est l'aboutissement de la quête du toujours plus. Quand l'homme ne suffit plus à surprendre, exciter, on invente une biologie capable de le faire. Et cette analyse-là, elle est plutôt éclairante. Le problème, c'est qu'à force de m'enfoncer dans ce terrier de lapin, j'ai fini par entendre parler de tout un tas d'autres genres de romances, tous plus tordus les uns que les autres, comme l'Omégaverse par exemple, le genre où le slick coule à flot. Vous savez pas ce que c'est que le slick? Eh bien écoutez, pour une fois, je vais vous épargner ça. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le phénomène dark romance ne s'exprime pas que dans les canaux de diffusion classiques de l'édition et de la librairie traditionnelle. C'est même, semble-t-il, plutôt le contraire. La dark romance est née sur Internet, a prospéré sur Internet, et c'est seulement ensuite qu'elle a essaimé dans les instances culturelles traditionnelles. Et là, mes chers collègues enquêteurs, on est obligé de remonter le fil jusqu'à une planque bien connue, Wattpad. Wattpad, j'en parlais un peu plus tôt, c'est une plateforme en ligne où les gens peuvent poster leurs fictions et les partager à toute une communauté avide de nouvelles histoires. Et oui, sur le papier ça a l'air génial parce qu'on se dit que Wattpad va permettre à des centaines de jeunes auteurs de se faire enfin entendre, mais ce que j'ai découvert sur place est beaucoup plus sombre. En fait, Wattpad déborde littéralement de fictions accessibles en 3 ou 4 clics à n'importe qui et qui font l'apologie des comportements les plus violents. Tenez, prenez celle-ci par exemple, qui est très classique dans son genre. C'est l'histoire d'une étudiante sans histoire qui tombe sous la coupe d'un gros caïd latino. Ou celle-ci, Kill for Her. Ici aussi, pattern assez classique. Une jeune étudiante retrouve son ancien mentor, qui est devenu un boss de la mafia new-yorkaise, et qui n'a pas l'air de reprendre contact avec elle pour jouer à la belote. Et rien qu'avec ces deux exemples, vous voyez le souci. Des histoires crues et sordides, mises à disposition des jeunes lectrices, il y en a des milliers sur Wattpad. Et d'ailleurs, petit détail révélateur, un peu comme sur les sites pour adultes, quand vous vous connectez, on vous demande d'indiquer votre âge pour vérifier si vous êtes majeur. Et comme sur les sites pour adultes, tu peux mitonner comme tu veux, il n'y aura aucune conséquence. Et plus frappant encore, il existe aussi un subreddit entier et francophone qui cause de dark romance. Et il y a du monde dessus. Vraiment, je m'y attendais pas du tout, mais des dizaines de personnes, tous les jours, s'y retrouvent pour discuter de fantasmes malsains et se recommander des lectures. Alors grosso modo, le ton est plutôt très bienveillant et les gens ont l'air respectueux les uns envers les autres, mais pour tout vous dire, ça accentue une sensation assez bizarre quand on passe dessus. Celle de voir une bande de potes parler de nos porcs. Et pas de catégorie commune, hein. Là, on explore les fantasmes les plus sombres possibles. Écart d'âge, enfermement, coups violents, échangisme forcé. Je dois dire qu'on est toujours fasciné par l'imagination des gens quand il s'agit de trouver de nouveaux fétiches obscurs et dégradants. Et là, pour le coup, tout est accessible tout de suite, sans réserve, sans limite d'âge et sans le moindre filtre. Et donc, une jeune fille qui viendrait là se retrouverait aussitôt confrontée à des histoires de cages, de menottes et de coucheries sordides avec des dindons-garous, le tout en discutant avec des gens plus que courtois, ce qui, paradoxalement, renforce le côté presque pervers de la situation. Bref, un bon truc pour devenir zinzin. Alors bon, après cette perquisition, comme mon service n'était pas encore fini, je me suis demandé où la dark romance allait pouvoir se développer à présent. Et comme tous les trucs pour ados de notre époque, la réponse s'est imposée d'elle-même sur TikTok. Ou plus exactement sur BookTok, la partie de TikTok réservée aux livres, où le charmant commissaire Maudin m'a envoyé me faire mettre. Oui, concrètement, c'est à peu près l'impression que ça m'a laissé, tellement je déteste TikTok, sa purée de pixels et ses bruits débiles sur fond de culture du vide. Alors oui, j'y suis allé pour les besoins de l'enquête, mais c'était pas de gaieté de cœur, alors likez-moi cette vidéo. Bon, alors, arrivé sur les lieux, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà que c'est... pas très inventif. Bon, ça c'est vrai de BookTok en général, mais purée, tout se ressemble tout le temps. Des top 10 ou top 5 avec toujours les mêmes titres, des sketchs gênants, des descriptifs de livres tellement interchangeables que, je vous promets que c'est vrai, j'ai cru plusieurs fois que l'algorithme était cassé et me proposait la même vidéo en boucle. Bon bref, c'est nul et... oh mon dieu, qu'est-ce que... Ah mais ça en revanche est nettement plus intéressant. Vous voyez cette vidéo? Une nana lit son bouquin de dark romance et derrière elle, un homme menaçant et probablement violent l'attend pour... bon, vous savez quoi. Et cette vidéo, elle n'est pas
du tout isolé. Vous en avez plein comme ça, avec toutes les variantes possibles, des masques Halloween, des casques de moto, des travelling sur les jambes, bon, il y a tout ce que vous voulez, mais l'idée est toujours la même, matérialiser ce que ressent la lectrice. Mais est-ce que matérialiser, ici, ça voudrait pas dire normaliser? Parce que la plupart de ces sketchs, ils ont aussi un fond humoristique assumé, il y a de l'autodérision là-dedans, avec des nanas qui rient de leurs kinks un peu chelous, au risque, de rire d'un truc quand même assez grave. En fait, ce qu'il nous faudrait, c'est essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des lectrices. Et pour ça, je crois que Modin peut nous aider, parce que son idée, c'est de créer une sorte de portrait robot de la lectrice de Dark Romance. Pour ça, j'ai voulu voir ce que la science en disait. Le problème, c'est que peu d'études sérieuses ont été menées sur le sujet. Alors, je me suis tourné sur un sondage fait par la communauté des lectrices de romance elles-mêmes. Donc, pas forcément de dark romance, mais de romance dans son ensemble. Une blogueuse du nom de Oda A venait justement d'interroger un échantillon de 1247 lecteurs de dark romance. Un sondage dont les résultats sont assez cohérents par rapport à l'étude menée par Babelio en 2024. Parmi ces lecteurs, 89% sont des femmes qui ont entre 25 et 34 ans. Et parmi ces lectrices, seuls 31% sont célibataires. Et elles lisent en moyenne 7,2 romans par mois, certaines pouvant aller jusqu'à 16, ce qui est gigantesque. Autant vous dire qu'on est vraiment au cœur de la communauté, et pas chez des lectrices occasionnelles ici. Mais dans l'ensemble, les lectrices préfèrent que le roman soit plutôt spicy. Pourtant, pour 3 lectrices sur 4, le fait que les rapports soient explicitement consentis est absolument essentiel. Plus encore, pour 63%, l'infidélité peut être une raison pour abandonner purement et simplement la lecture du roman. On est donc bien loin de l'image des lectrices libidineuses immorales qu'on pourrait se faire. Mais surtout, et ça c'est essentiel, la dark romance n'est le genre préféré que de 24% de cet échantillon. Et ça m'a fait comprendre quelque chose d'absolument essentiel. La dark romance, c'est plutôt une niche. Et c'est d'ailleurs très souvent radicalement rejeté par énormément de lectrices de romance. Alors, tout ça, c'était très intéressant, mais ça n'allait pas me permettre de réaliser mon fameux portrait robot de la lectrice de dark romance. C'est alors que Moss, le hussard et moi avons pris la décision de lancer un appel. Si vous êtes lectrice ou lecteur de ce genre, on serait très content de pouvoir échanger avec vous. Non pas pour juger, mais pour comprendre. Suite à ça, on a reçu pas mal de réponses et on a pu échanger avec une douzaine de lectrices, auxquelles nous avons envoyé 2 questionnaires pleins de questions extrêmement indiscrètes, comme vous pouvez le voir ici. Et puis, suite à leurs réponses, nous avons échangé parfois assez longuement, ce qui nous a permis d'essayer d'établir notre fameux portrait robot de la lectrice de Dark Romance que je vais vous livrer dès maintenant. Les lectrices avec lesquelles nous avons échangé sont âgées de 16 à 42 ans. La plupart sont en couple et affirment n'avoir eu que peu de partenaires. Toutes reconnaissent sans complexe que le statut social d'un homme peut le rendre plus attractif. Beaucoup avouent aussi être très critiques du féminisme contemporain. Après, c'était pour la plupart des abonnés d'au moins une de nos chaînes. Il faut aussi le prendre en compte. Dans la société d'aujourd'hui, ce que j'appelle le nouveau féminisme met en avant une femme forte, trop forte à mon goût, parfois écrasante. Quand j'entends Sandrine Rousseau parler d'un homme déconstruit, avec qui elle est heureuse, ou Tiffen Day qui rabaisse les hommes et veut effacer tout ce qui est masculin, j'ai l'impression qu'on s'éloigne de ce que beaucoup de femmes ressentent réellement au fond d'elles, le désir d'un homme solide, protecteur, capable d'assumer sa force. Je suis même convaincue que certaines militantes qui rejettent publiquement ces figures masculines fantasment en secret sur des personnages de dark romance, possessifs, dominants, pas lisses du tout. Certaines confient avoir commencé la lecture de ce type de roman parfois très jeunes. Parfois à un âge aussi précoce que 11 ans, quand elles avaient, je cite, des pensées sombres. D'ailleurs, le fait que certaines lectrices commencent si tôt à lire ce genre de littérature ne semble pas si rare que ça. J'en discutais avec mon libraire récemment, elle racontait que c'est les mères qui achètent de la dark romance pour leurs filles de 11 ou 12 ans, on en est là. Toutes les lectrices que nous avons interrogées sont unanimes à ce sujet. Lire de la dark romance quand on est jeune est totalement déconseillé. Beaucoup considèrent que ça peut même être quelque chose de dangereux, à cause notamment de la glamourisation de relations toxiques et de la violence lors des rapports, et surtout de l'escalade que ça implique. Chercher du contenu toujours plus sombre et violent, au point que la plupart considèrent que certaines œuvres, lorsqu'elles vont trop loin, mériteraient d'être censurées. Beaucoup confessent que la lecture d'un roman de dark romance peut bel et bien provoquer une excitation d'ordre sexuel, mais que ce n'est pas forcément le but recherché. Ces livres me procurent souvent une certaine excitation, une forme de désir qui monte. Mais ce n'est pas une réaction physique immédiate et intense. Pour moi, c'est plus subtil, plus intérieur, une chaleur psychologique, un trouble qui s'installe avec l'histoire, les émotions et la tension qui se construisent page après page. Certaines consomment de la pornographie en parallèle, mais ce qu'elles recherchent dans la dark romance est assez différent. En général, je trouve que les femmes ont besoin de ce contexte pour se laisser aller au plaisir, une narration, des sentiments, une dynamique relationnelle chargée, alors que les hommes sont souvent plus visuels et directs.
Les femmes réagissent plus à l'ensemble du scénario, au pouvoir émotionnel, à la protection ou au statut, tandis que les hommes répondent plus vite à l'image brute. Ce qui semble plaire aux femmes dans ce type de romance, c'est avant tout la dimension psychologique, totalement absente de la pornographie classique. Mais aussi cette dualité dans les sentiments. Le fameux « c'est mal, mais j'en ai envie ». Tout est là. Maintenant, notre seule manière de pouvoir aller encore plus loin était de nous tourner du côté de la science. Et c'est l'inspecteur Moss qui allait se charger de répondre à la question la plus délicate d'entre toutes, le V et les fantasmes de certaines femmes par rapport à ces rapports non consentis. Après avoir examiné les œuvres de Dark Romance et un tout petit peu parlé du portrait type de la lectrice, j'ai décidé d'essayer de vous donner un aperçu de ce que dit la science au sujet des fantasmes que les femmes peuvent avoir concernant ces pratiques. Et je vais essayer de vous en faire un petit condensé. Pour commencer, je n'ai pas trouvé d'études chiffrées spécifiques sur les fantasmes de pédophilie chez les femmes. Bien qu'il existe des articles abordant cette notion d'un point de vue féminin, il manque des données quantitatives précises pour déterminer le pourcentage de femmes qui pourraient avoir ces fantasmes. En revanche, il y a des chiffres sur les fantasmes de viol en général, même s'ils montrent une énorme dispersion. Le bas de la fourchette de ces chiffres indique qu'environ 15% des femmes ont des fantasmes de viol, tandis que le haut de cette fourchette monte jusqu'à 62%. Un papier qui synthétise plusieurs études sur ce thème arrive à une médiane d'environ 40%. Cela signifie qu'on parle d'une proportion allant entre une femme sur 3 et une femme sur 2. Il est important de noter aussi que tous les fantasmes qui sont évoqués ici ne sont pas entendus dans un sens positif. Le terme fantasme ici peut recouvrir un panel de réalité qui va du rêve jusqu'à du cauchemar. Et bien sûr, tout cela passe par des sondages déclaratifs qui sont anonymisés, mais ce sont quand même des choses déclaratives, ce qui veut dire que potentiellement on a un sous-reporting par rapport à la réalité. À ce stade, on pourrait se demander quel est le ratio entre les rêves de vie et les cauchemars de vie. Et la réponse que semblent indiquer les données que j'ai pu consulter est qu'il y aurait typiquement environ 3 fois plus de rêves que de cauchemars sur cette thématique. Il y a plusieurs explications possibles à ce phénomène, allant du pur biologique au psychologique, en passant par la gestion de la culpabilité et des problématiques sociales. Du côté de la biologie, certains chercheurs ont observé que les femmes présentaient plus de fantasmes de au moment de l'ovulation, c'est-à-dire lorsque le corps est potentiellement préparé à une gestation. Sur le plan psychologique, ce type de fantasme est souvent retrouvé chez les femmes qui présentent un niveau d'ouverture, openness en anglais, plus élevé que la moyenne. De plus, certaines études suggèrent une dimension sociale dans ces rêves. Lorsque l'on a des fantasmes érotiques, on peut ressentir de la culpabilité. L'hypothèse faite par certains chercheurs est que le fait d'imaginer avoir été forcé dans ce type de relation érotique sert à déporter la culpabilité sur un tiers, qui va être ici un viol. J'ai également trouvé une étude qui indiquait que les femmes blanches éduquées avaient un spectre de fantasmes plus large que les autres groupes ethniques. Bien que ce soit une étude relativement ancienne, datant des années 2000 et centrée surtout sur le tabou du oral, elle pourrait éclairer pourquoi la dark romance est si populaire auprès d'un certain public plutôt blanc et éduqué. Enfin, et c'est peut-être le plus intéressant ici, une autre étude montre que plus les femmes ont été exposées jeunes à des contenus érotiques ou pornographiques, plus elles développent des fantasmes de Cela suggère une sorte de boucle d'auto-réenforcement concernant la dark romance. Puisqu'une partie des lectrices de dark romance sont des adolescentes, on peut se dire qu'elles pourraient avoir des fantasmes encore plus violents si leur exposition à ce genre de littérature a commencé très jeune. Le véritable intérêt de cette étude est aussi de souligner l'importance d'être extrêmement prudent sur les contenus que nous mettons entre les mains des adolescents, qu'ils soient des garçons ou des filles. Alors que l'on entend souvent dire que la pornographie pourrait changer la perspective sur la sexualité des jeunes garçons, il n'y a aucune raison de penser que la dark romance ne puisse pas modifier aussi la perception de la sexualité pour les jeunes filles. Alors, nous y voilà. C'est donc le moment de conclure cette vidéo et de revenir sur les a priori que nous avions avant de commencer. Et c'est donc le hussard qui va commencer. Pour moi, c'est juste des romans à l'eau de rose pour jeunes filles naïves et ménagères esselées. Honnêtement, j'ai pris une sacrée claque dans cet épisode. D'abord, j'ai vu que la dark romance touchait à peu près toutes les catégories sociologiques et pas seulement les jeunes filles et les ménagères un peu trop délaissées. Ce phénomène, ne serait-ce qu'économiquement, c'est vraiment un gigantesque raz-de-marée qui balaye sourdement la société. D'ailleurs, toutes les familles, sans doute, peut-être sans le savoir, doivent compter une mère, une sœur, une fille, une nièce, voire même une grand-mère qui consomme ce genre de littérature. Mais, précisément, c'est un tsunami feutré, silencieux, presque inaudible pour les hommes en général et les amateurs de littérature classique en particulier, comme s'il y avait une cloison étanche qui s'était construite petit à petit entre ces deux mondes. Alors le véritable enjeu, finalement, c'est peut-être de faire la part des choses entre les femmes qui lisent cela pour s'amuser, un peu comme on regarde un nanar entre potes, et celles qui rentrent dans une surenchère permanente jusqu'à rêver de se faire tourner dans une basse-cour de dindon garou au hasard d'un trop long passage sur Wattpad. En somme, c'est peut-être bien une question de degré.
Mon principal a priori sur la dark romance, c'est que c'est de la romance en plus trash. En arrivant dans ce projet, je pensais lire des romans sentimentaux, avec des scènes érotiques, et ce n'est pas du tout ce que j'ai lu. On pourra me dire que je juge un genre tout entier à partir d'un très mauvais exemple. Mais le livre que j'ai lu contient 2 tomes, et le premier, qui ne contenait aucune semble assez représentatif de ce qui se vend en dark romance, représentatif d'une certaine idée obscène et pornographique de la sexualité. Une sexualité où les sentiments sont secondaires, presque indépendants des vies chaotiques des protagonistes présentés comme modèles à la jeunesse. Et si je conçois une inquiétude spécifique vis-à-vis de ce genre, ce n'est pas tant qu'il serait nouveau de voir circuler des livres obscènes. Ce n'est pas une forme de panique morale, comme on dit chez les sociologues bon chic bon genre. C'est juste un constat. Nous assistons à un phénomène inédit par son ampleur et la jeunesse de son public qui revient à peu près à imposer les 120 journées de Sodome comme une lecture obligatoire au brevet des collèges. Et en ça, il me semble que ça pose quelques questions de santé publique. Je pense que la dark romance est aux femmes ce que le porn hardcore est aux hommes. Et cet a priori, il se basait sur quelque chose d'assez simple. Et pourtant, c'est un énorme tabou. La différence de fonctionnement entre le cerveau masculin et le cerveau féminin. D'une manière générale, la différence entre la sexualité masculine et la sexualité féminine, c'est la même différence qu'il y a entre un four et un micro-ondes. Ça fait à peu près la même chose, mais ça marche pas pareil. La sexualité masculine, c'est un micro-ondes. C'est très simple, on appuie en général sur un bouton et en 1 minute, ça peut être cuit. La sexualité féminine, c'est un four classique. C'est quand même vachement plus complexe, plus lent aussi. Faut tourner un peu les boutons et faut préchauffer un peu avant de mettre la viande dedans. Mais plus encore que ça, il y a une différence dans la manière dont l'érotisme masculin et féminin se forment. Si l'homme est très visuel, très droit au but, très centré, les femmes ont davantage besoin de contexte, de séduction. Et d'une manière générale, tout est pris en compte. Et la dimension psychologique est souvent beaucoup plus importante pour les femmes que pour les hommes. Et il me semble que la littérature est donc une forme beaucoup plus adaptée à la fantasmatique féminine que le format vidéo, probablement plus adapté aux hommes. Et à vrai dire, mon opinion là-dessus n'avait pas tellement changé. Cependant, faire de la dark romance l'équivalent exact du porno, mais pour les femmes, c'était quand même pas tout à fait exact. Puisque les femmes ne lisent pas ça que pour s'exciter, mais aussi pour se faire peur, pour explorer. Ce serait plutôt une sorte de film d'horreur dans lequel il y aurait une histoire d'amour et des scènes. Et tout comme dans le porno, il y a des dérives. Je pense notamment à ce fameux roman, Corps à cœur. Alors vous pouvez penser tout ce que vous voulez de la dark romance, toujours est-il qu'il ne me semble pas que la consommation de porno des hommes soit beaucoup plus glorieuse. D'ailleurs, si la dark romance est plutôt une niche dans le monde de la romance, le porno hardcore, lui, est quasiment la norme dans le monde du porno. Et ce que nous a appris l'époque, c'est que globalement, hommes comme femmes ne valent pas mieux l'un que l'autre dans le domaine de la sexualité. Ce que je retiendrai ici, c'est surtout qu'à force de diaboliser la masculinité conquérante, la virilité, les femmes ont fini par développer le besoin de compenser ce manque. Et peut-être de la pire des manières. Merci d'avoir regardé cette mode d'investigation très particulière, puisqu'elle a été réalisée en collaboration avec Moss My Room de la chaîne du même nom et l'ami Le Hussard. Donc je vous invite vivement à aller découvrir leur chaîne. Si vous ne les connaissez pas déjà, allez vous y abonner. Les deux gèrent d'ailleurs une maison d'édition, les éditions Carmin pour Moss, qui édite de nombreux essais philosophiques d'auteurs plutôt conservateurs, et La Giberne du Hussard, qui elle édite des romans d'auteurs contemporains.